Quel visage vois-tu dans le miroir? Imaginez jeter un coup d'œil à votre reflet et repérer les yeux indubitables d'une idole du cinéma qui ne vous a jamais reconnu parce qu'un contrat de studio d'1 million de dollars exigeait le silence. Des premières scintillantes aux maternités verrouillées sous des pseudonymes, le Hollywood classique a perfectionné l'art d'effacer toute preuve de passion. Ce soir, nous rembobinons les bobines et révélons 12 enfants dont la naissance menaçait de faire s'effondrer des réputations dorées. Pas de sermon, juste les images cachées que les studios ont coupées. Judy Lewis, elle est née en novembre 1935 dans un hôpital de charité catholique, tandis que sa mère, Loretta Young, se remettait soi-disant d'une fatigue à Palm Springs. En réalité, Young accouchait secrètement de la fille conçue avec Clark Gable pendant le tournage de Call of the Wild dans le Yukon éloigné. L'actrice catholique, terrifiée par le scandale et le suicide de carrière, confia son secret à une poignée de confidents et aux experts en gestion de crise du studio. Sa fille, arborant les oreilles inimitables de Gable, devint le secret le plus élaboré d'Hollywood. La convalescence de Young fut soigneusement orchestrée par la publicité du studio. 8 mois plus tard, elle adopta le même bébé d'un orphelinat catholique et le présenta à la presse coiffé d'un pratique chapeau de soleil qui cachait ses oreilles caractéristiques de Gable. La ruse était élaborée. Young aurait visité des orphelinats avant de sélectionner sa fille biologique, créant une trace écrite de considération charitable avant de ramener chez elle l'enfant qui n'avait jamais vraiment quitté son cercle de soins. Clark Gable, toujours marié à Rhea Langham et cultivant son personnage de meneur viril, gardait une distance prudente. Il a rencontré Judy une seule fois enfant, lui offrant seulement une tape polie sur l'épaule avant de se retirer derrière les avocats contractuels et des communiqués de presse soigneusement rédigés. Judy a grandi avec des luxes et des opportunités, mais aussi des questions persistantes. L'histoire de l'orphelinat ne tenait jamais tout à fait la route, et les murmures d'Hollywood la suivaient dans les cours d'école. La vérité a finalement émergé lorsque Judy avait 31 ans et se préparait pour son propre mariage. Confrontant Young avant la cérémonie, elle a vu sa mère fondre en larmes de honte et de regret, non pas pour la conception, mais pour des décennies de tromperie. Young a finalement donné son accord pour le mémoire de Judy en 1994, Uncommon Knowledge, bien qu'elle soit restée réticente à en discuter publiquement. Ce n'est qu'après la mort de Young en 2000 que son biographe autorisé a tout confirmé. Clôturons le chapitre sur l'un des secrets les plus longs et les plus élaborés d'Hollywood. Un secret qui a duré 65 ans, de la conception à la confirmation finale. Michael Lindsay Hogg, la première ligne ici, est un chuchotement de l'actrice irlandaise Geraldine Fitzgerald à son jeune fils. « Ton père aime te regarder jouer depuis le jardin d'à côté. » Pendant des décennies, ce euphémisme mystérieux était tout ce que Michael Lindsay Hogg savait de sa paternité potentielle. Officiellement, il était le fils de l'aristocrate britannique Sir Edward Lindsay Hogg. Mais les rumeurs, et sa propre ressemblance avec un certain génie du cinéma, suggéraient autre chose. Tout au long de son enfance, dans les années 1940 et 50, Michael se trouva par hasard invité à jouer dans des maisons où Orson Welles se trouvait en visite, créant des rencontres fortuites qui semblaient étrangement bien orchestrées. Le bizarre arrangement permettait à Fitzgerald de maintenir sa réputation, tout en laissant son petit garçon traverser une haie de jardin pour rendre visite à la fille de Welles, sa demi-sœur Christopher. Ces rencontres accidentelles mises en scène ont formé un arrière-plan surréaliste à la jeunesse de Michael, alors qu'il développait ses propres sensibilités artistiques qui fleuriront plus tard lorsqu'il dirigerait des vidéoclips novateurs pour The Beatles et The Rolling Stones. Le secret de famille flottait comme la fumée de cigarettes dans les salons bien aménagés, reconnu uniquement à travers des regards furtifs et des silences gênants. Adulte, Lindsay Hogg exigea enfin des réponses de sa mère vieillissante. La conversation était frustrante et inconclusive, pleine d'évasions et de demi-aveux qui n'ont fait qu'approfondir le mystère. Il a fallu Gloria Vanderbilt, cette connaisseuse des potins de la haute société, pour produire la preuve irréfutable. Elle a confirmé à Lindsay Hogg que sa mère et Welles avaient effectivement eu une liaison passionnée exactement au bon moment. Un test ADN de 2010 s'est révélé frustrantement ambigu, n'ayant pas réussi à prouver ou réfuter définitivement le lien. Mais Michael en est venu à accepter les liens familiaux
La ressemblance est l'épreuve circonstancielle plus que tout résultat de laboratoire. Les similitudes, physiques, tempéramentales et artistiques, parlent plus fort que la génétique. Son mémoire de 2011, Chance et circonstances, marche sur la fine ligne de reconnaître Wells comme son père biologique, sans en faire une revendication scientifique définitive. Une ambiguïté appropriée pour l'enfant du plus brillant illusionniste de Hollywood. Tina Sinatra. Cette vignette commence dans le couloir d'un hôtel à Madrid, 1948. Frank Sinatra, encore marié à sa première épouse Nancy Barbato, passe du nightclub au plateau de tournage à l'appartement d'Ava Gardner, avec l'enthousiasme désespéré d'un homme poursuivi par les paparazzi et ses propres démons. Un chaperon de Metro Goldwyn Mayer est posté à la porte, ostensiblement pour protéger la réputation de Gardner, mais en réalité pour surveiller la situation de plus en plus incontrôlable qui se développe entre deux des atouts les plus précieux et volatiles d'Hollywood. Leur liaison brûlait d'une intensité ardente dans des chambres d'hôtels européennes et sur des lieux de tournage espagnols, loin des chroniqueurs de potins américains, mais jamais complètement hors de leur portée. Lorsque Gardner découvrit sa grossesse, les agents du studio s'activèrent avec une efficacité éprouvée. Des arrangements furent pris pour un accouchement privé à Londres, sous un faux nom, couvert par la fiction pratique de retard de production sur le dernier film de Gardner. 9 mois plus tard, Tina Sinatra fut enregistrée sous un nom de code dans une clinique discrète à Londres, tandis qu'Ava reprenait le tournage sans presque marquer de pause dans son emploi du temps. Le bébé a été rapidement transporté en Amérique et intégré dans le foyer de Frank avec Nancy, présenté au monde comme leur fille cadette. Cet arrangement a permis à la liaison de continuer tout en maintenant une plausible négation sur le moment et les circonstances de la naissance de l'enfant. Frank a financé l'éducation et le silence. Les demi-frères et sœurs de Tina, Nancy Jr. et Frank Jr., n'ont découvert la chronologie complète que dans les années 1980, lorsque les secrets de famille ont commencé à se dévoiler, face aux mémoires et aux biographies non autorisées. Alors que Nancy Sinatra Sr. a gardé un silence digne sur l'affaire jusqu'à sa mort, les initiés ont noté sa froideur particulière envers Tina par rapport à ses enfants reconnus. Le signe subtil d'une femme qui avait accepté l'infidélité de son mari, mais ne pouvait jamais pleinement accepter sa conséquence vivante. Tina a grandi dans l'ombre de deux icônes, un père dont la voix a défini la musique populaire américaine et une mère biologique dont le visage incarnait le glamour d'Hollywood, tout en appartenant pleinement à l'héritage reconnu d'aucun des deux. Un témoignage de l'équation émotionnelle compliquée des familles recomposées nées du scandale plutôt que du choix. Eric Preminger. La reine du burlesque Gypsy Rose Lee était mariée à l'acteur Alexander Kirkland lorsqu'elle est tombée enceinte fin 1944. Mais le bébé appartenait au réalisateur autrichien déjà marié, Otto Preminger. La grossesse représentait un double scandale, l'adultère des deux côtés et la réalité particulièrement épineuse que Preminger se faisait un nom comme réalisateur grand public à Hollywood, qui ne pouvait se permettre d'être associé au monde osé du burlesque. Gypsy, elle-même naviguant la délicate transition de stripteaseuse à actrice et auteur légitime, faisait face à ses propres risques professionnels. Contrairement à de nombreuses femmes dans des situations similaires, Gypsy refusa l'argent offert par Preminger pour acheter son silence, estimant que la vie grandissant en elle méritait mieux que d'être traitée comme un secret gênant. Elle choisit plutôt un accouchement privé et la fiction commode qu'Eric était l'héritier de Kirkland. Le divorce qui s'ensuivit laissa Gypsy élever le garçon en grande partie seul, en complétant ses revenus grâce à ses mémoires et à des performances occasionnelles avec une gestion prudente de l'argent. Le jeune Eric grandit dans un monde fascinant mais déroutant, entouré des amis flamboyants de sa mère et des cercles intellectuels qu'elle cultivait en se réinventant elle-même. Bien que Preminger ait conservé un intérêt financier distant pour le bien-être du garçon, il est resté officiellement non reconnu. Un père fantôme dont Eric regardait les films au cinéma sans pouvoir revendiquer de lien. La ruse maintenue pendant des décennies jusqu'à ce que les mémoires de Eric en 1969 éclatent, la narration soigneusement construite. La révélation a coïncidé avec l'évolution des attitudes sociales qui ont rendu l'illégitimité moins scandaleuse, et avec l'évolution de Preminger lui-même, passant d'un jeune réalisateur ambitieux à une figure influente établie de l'industrie qui ne redoutait plus de telles associations. Lors d'une tournée de presse à Paris pour son film épique Exodus,
nous. Preminger a finalement reconnu publiquement Eric comme son fils. La réconciliation est arrivée tardivement, mais s'est avérée sincère. Eric a finalement changé son nom de famille, en Preminger, reconnaissant à la fois les lignées de sang, l'audacieuse créativité de sa mère, reine du burlesque, et le perfectionnisme rigoureux de son père réalisateur. Leur histoire représente l'un des rares récits d'enfants secrets d'Hollywood, avec quelque chose s'approchant d'une fin heureuse, une famille réunie après des décennies de séparation imposées par les attentes morales rigides d'une époque antérieure. Patricia Van Cleve Lake. William Randolph Hearst, le magnate de la presse qui contrôlait une grande partie des médias américains et finançait les colonnes de potins d'Hollywood, s'est avéré maître dans l'art d'enterrer ses propres gros têtres, une fille conçue en 1919 avec sa maîtresse de longue date, l'actrice Marion Davis. L'homme qui a construit Saint-Siméon, ce monument à l'excès et au contrôle, a organisé son secret avec une minutie habituelle, installant la petite Patricia chez sa belle-sœur et créant une histoire élaborée selon laquelle l'enfant était la nièce de Davies. L'arrangement a permis à Patricia de mener une vie d'extraordinaires privilèges sans reconnaissance. Elle a grandi en assistant aux fêtes légendaires à Saint-Siméon, regardant ses parents biologiques accueillir des présidents et des stars de cinéma, tout en maintenant la fiction d'être simplement un membre de la famille élargie. La fille que tout le monde appelait la nièce de Marion fréquentait les meilleures écoles, s'habillait en couture financée par les comtes de Hearst et évoluait dans la haute société avec l'aisance confiante de savoir qu'on appartient, même si l'histoire officielle dit le contraire. Le jour de son mariage en 1937, Hearst glissa à Patricia une bénédiction privée et un don financier substantiel, le plus près qu'il soit jamais venu de reconnaître publiquement leur véritable relation. Le moment passa rapidement, obscurci par la célébration et le champagne, mais resta le souvenir le plus précieux de Patricia, de l'homme qui ne pouvait être son père qu'à huis clos. Pendant des décennies après la mort de ses deux parents, elle a maintenu leur fiction, protégeant les héritages de Hearst et de Davis, comme elle avait été élevée à le faire. Ce n'est qu'en 1993, sur son lit de mort à l'âge de 74 ans, que Patricia a finalement signé une ébauche de nécrologie nommant clairement ses parents. Le document, publié après son décès, a provoqué des vagues dans les cercles historiques hollywoodiens, confirmant ce que beaucoup avaient longtemps soupçonné sans pouvoir le prouver. Son dernier acte de loyauté et de vérité a clos un chapitre commencé dans les années 1920, lorsque qu'un titan des médias et sa maîtresse actrice ont créé une vie qu'ils chérissaient mais ne pouvaient revendiquer. Un secret soutenu pendant 3/4 de siècle par la richesse, le pouvoir et la discrétion particulière d'une époque révolue. James Lamar Lauder, l'inventeur glamour de la technologie à étalement de spectre par saut de fréquence, une innovation brillante devenue cruciale plus tard pour le développement du Bluetooth et du Wi-Fi, s'est avéré tout aussi ingénieux à manipuler les systèmes bureaucratiques. Eddie Lamar, l'émigrée autrichienne dont la beauté captivait Hollywood, tandis que son intellect restait largement méconnu, donna naissance à James en 1939 alors qu'elle était célibataire, un scandale potentiellement désastreux pour la carrière de la star exotique de MGM. Sous la pression du studio et l'ostracisme social, Lamar conçut une solution élégante qui mit en lumière ses talents de résolution de problèmes. Lorsqu'elle a épousé le scénariste Jane Markey, peu après la naissance de James, elle a orchestré une manœuvre juridique byzantine. Elle a formellement adopté son fils biologique comme s'il n'était pas le sien. Les documents ont créé une chronologie plausible, un couple sans enfant prenant généreusement en charge un orphelin, plutôt qu'une mère célibataire amenant son enfant illégitime dans un nouveau mariage. L'arrangement s'est effondré lorsque l'union avec Markey a échoué après seulement 1 an. Pendant son mariage suivant avec l'acteur John Lauder, Lamar a adopté James une 2e fois pour harmoniser les timelines légales et lui offrir une parentalité stable. Cette stratégie de double adoption, adoptant essentiellement son propre enfant 2 fois, représentait une véritable leçon sur la façon de naviguer dans les systèmes juridiques des années 1940 pour protéger à la fois sa carrière et son enfant. Tout au long de l'enfance de James, des murmures hollywoodiens ont suivi la famille. Mais Lamar a maintenu la fiction avec la même détermination qu'elle appliquait à ses recherches scientifiques. Le garçon a grandi au milieu de réalités contrastées, des documents officiels le déclarant adopté 2 fois, mais une ressemblance physique avec sa mère que aucun document légal ne pouvait dissimuler. Ce n'est qu'après la mort de Lamar que
Chaplin ne l'a jamais revue après le procès. Mais chaque manuel de droit cite encore la fille dont la filiation contestée a changé les règles de preuve à l'échelle nationale. L'affaire représentait plus qu'un simple scandale hollywoodien. Elle marquait la collision entre une compréhension scientifique évolutive et une industrie du divertissement encore gouvernée par l'image et l'insinuation. Un précédent juridique né d'un moment où la soif des États-Unis pour les potins de célébrité dépassait son engagement envers la vérité scientifique. Nina Brando. Avance rapide jusqu'en 1989. Marlon Brando a 65 ans, semi-reclus dans son domaine encombré de Mulholland Drive, son statut légendaire étant assuré, mais ses apparitions publiques devenant de plus en plus rares et erratiques. Derrière les portes, un drame domestique se déroule lorsque sa gouvernante, Maria Cristina Ruiz, âgée de 31 ans, donne naissance à Nina, la première des 3 enfants qu'elle aura avec l'acteur vieillissant sur une période de 5 ans. Le timing n'aurait pas pu être plus compliqué. Brando se battait simultanément contre la frénésie médiatique entourant le procès pour meurtre de son fils Christian et luttait contre ses propres problèmes de santé. La dernière chose que son équipe juridique souhaitait était une autre complication familiale attirant l'attention des médias. Des accords de confidentialité élaborés ont été rapidement rédigés. Ruiz a signé des documents qui lui interdisaient de parler de la relation ou de la paternité des enfants en échange d'une sécurité financière. Alors que Nina et ses frères, Miles et Timothy, ont grandi sur la propriété de Brando, ils sont restés largement invisibles pour le monde extérieur. Même le vaste profil de Brando dans le New Yorker en 2001, censé être définitif, les reléguait à une simple note de bas de page, reconnaissant leur existence sans détail. Les enfants ont grandi dans un étrange entre-deux, matériellement pourvus, mais officiellement non reconnus, élevés à portée de voix de leur père, mais séparés par sa réclusion et les barrières légales qu'il avait érigées. L'arrangement a tenu jusqu'à la mort de Brando en 2004, lorsque Ruiz a finalement violé l'accord de non-divulgation en déposant des réclamations au tribunal des successions. Les procédures judiciaires ont révélé des fonds en fiducie que Brando avait établis pour les enfants et, plus significativement, ont découvert des documents de reconnaissance de paternité que l'acteur avait signés et cachés dans un tiroir verrouillé de son bureau. Des papiers qui confirmaient ce qu'il n'avait jamais déclaré publiquement. L'histoire de Nina représente la tradition secrète des enfants d'Hollywood, qui se poursuit à l'ère moderne, ou même une icône comme Brando, qui avait redéfini la masculinité à l'écran et brisé d'innombrables tabous, se sentait encore obligé de compartimenter des parties de sa vie familiale. Le secret n'était pas motivé par la préservation de carrière ou la pression des studios comme dans les époques antérieures, mais par le désir d'un homme profondément privé de contrôler son héritage de plus en plus incontrôlable, une stratégie qui s'est finalement effondrée au tribunal des successions. David Janssen. L'épisode pilote commence avec une showgirl de Ziegfeld, Bernice Janssen, qui n'a mentionné aucun père sur l'acte de naissance de son fils David en 1931. La machine à rumeurs d'Hollywood, toujours avide de liaisons entre de belles jeunes danseuses et de puissants hommes, remplit rapidement l'espace vide avec le nom de Clark Gable. Les murmures gagnèrent en crédibilité à mesure que le jeune David grandissait, développant les mêmes oreilles proéminentes et le sourire charismatique qui avait fait de Gable une idole de l'affiche. La période correspondait parfaitement aux années avant la célébrité de Gable. Il travaillait régulièrement, mais n'avait pas encore atteint la renommée qui viendrait avec New York, Miami, et autant en emporte le vent. L'acteur robuste était entre 2 mariages, et il était souvent aperçu dans les théâtres où Bernice se produisait. Bien que Gable ait fait face à de nombreuses réclamations de paternité tout au long de sa carrière, il est resté particulièrement silencieux concernant David Janssen. À mesure que David développait sa propre carrière d'acteur à succès, en jouant dans des séries télévisées à succès comme Le Fugitif, les vétérans d'Hollywood remarquaient les similitudes frappantes, non seulement dans les attributs physiques, mais aussi dans les manières, les schémas vocaux et une présence à l'écran tout aussi captivante. Le comédien et imitateur Will Jordan a plus tard raconté avoir vu la star de la télévision adulte fixer, captiver, un imitateur de Gable lors d'un événement à Hollywood, comme s'il étudiait son propre reflet dans un miroir vivant. L'actrice Debbie Reynolds, une proche amie de Janssen, a écrit dans ses mémoires que David croyait en privé aux rumeurs concernant sa filiation, bien qu'il n'ait jamais cherché à obtenir confirmation par des voies légales. Contrairement à beaucoup de rumeurs similaires sur la filiation à Hollywood, celle-ci a persisté parce que les 2 hommes ont évité de démentir de manière définitive.
Gable, qui s'opposait vigoureusement à d'autres plaintes en paternité par des actions juridiques, les chercheurs ont-ils découvert un acte de naissance original, prouvant que James avait toujours été le sien. La preuve finale confirmant ce que beaucoup soupçonnaient. Le document révélait une femme qui avait contourné les contraintes morales du système des studios grâce à une créativité intellectuelle pure, protégeant son enfant tout en préservant sa carrière par une fiction écrite qui a tenu pendant des décennies, peut-être son invention la plus élégante de toutes, Allegra Huston. En 1964, le légendaire réalisateur John Huston a orchestré une scène finale qui n'apparaîtrait dans aucun de ses films. Il a demandé à la ballerine Enrica, Ricky Soma, encore légalement mariée à son ami John Vivian, de s'écarter pour une sortie discrète de l'hôpital lorsque leur fille est née à Londres. Cette fille, Allegra, représentait un ajout complexe à l'arbre généalogique déjà compliqué de Huston, qui comprenait des enfants issus de plusieurs mariages, dispersés à travers les continents. L'enfant a été envoyé en Irlande où Huston entretenait un vaste domaine appelé St. Clarence. Là, Allegra a été élevée aux côtés de ses demi-frères et sœurs Angelica et Tony dans un foyer non conventionnel, marqué par les absences prolongées de leur père pour des projets cinématographiques et sa présence imposante lorsqu'il était à la maison. La famille lui a raconté un conte de fées sur un lord anglais anonyme qui était mort tragiquement. Un récit qui expliquait son existence sans compliquer les relations avec l'épouse actuelle de Huston, ni mettre en danger le mariage de Soma. L'arrangement a continué, même après la mort tragique de Ricky Soma, dans un accident de voiture en 1969, laissant Allegra, âgée de 5 ans, effectivement orpheline, à la fois de son père fictif et de sa véritable mère. Elle a été ballottée entre des membres de sa famille et des internats, son héritage restant un secret jalousement gardé. John Huston a maintenu un soutien financier et des visites occasionnelles en tant qu'oncle, mais n'a jamais reconnu leur véritable relation pendant son enfance. Des années plus tard, en explorant les biens de sa défunte mère au ranch mexicain de Houston, Allegra découvrit un dossier contenant des correspondances qui révélèrent enfin la vérité sur ses origines. La révélation s'est déroulée progressivement, au fur et à mesure que divers membres de la famille confirmaient ce que les documents suggéraient. Angelica, à ce moment-là actrice elle-même primée aux Oscars, a pleinement accueilli Allegra comme une sœur plutôt qu'une cousine. Allegra transforma finalement cet extraordinaire récit en ses mémoires de 2008 intitulées « Love Child », retraçant son parcours d'enfant caché à membres reconnus de la famille. Son histoire illustre comment même les plus brillants conteurs d'Hollywood ont parfois créé des récits dans la vie réelle qui se sont révélés trop compliqués à maintenir. Des fictions qui se sont inévitablement effondrées lorsque les enfants sont devenus assez grands pour questionner les histoires qu'on leur avait racontées à leur sujet. Carol Ann Berry. Le tonnerre gronde sur Hollywood Boulevard. 1943. L'actrice de 23 ans, Joanne Berry, pousse un landau au tribunal municipal, accusant Charlie Chaplin, 54 ans, déjà marié 3 fois, d'être le père de sa fille rousse. La scène aurait pu être chorégraphiée par Chaplin lui-même, pour un effet dramatique maximal. Mais ce n'était pas un film. C'était le début d'une bataille juridique qui allait remodeler la loi de paternité en Californie et ternir à jamais l'image déjà complexe du petit vagabond. L'affaire s'est rapidement transformée en un affrontement scientifique. 3 tests sanguins distincts effectués par des laboratoires indépendants criaient l'impossible. Le groupe sanguin O de Chaplin et le groupe A de Barry ne pouvaient pas avoir produit un enfant avec le groupe B. La génétique moderne confirme cette conclusion. Mais la loi californienne, en 1943, interdisait remarquablement de tels témoignages scientifiques. Le jury était légalement empêché d'entendre la preuve la plus concluante de l'innocence de Chaplin. À la place, la procédure s'est transformée en assassinat de caractère. Les procureurs ont décrit Chaplin comme un vieillissant libidineux, avec une prédilection pour les jeunes actrices, tandis que l'instabilité de Barry, qui avait été arrêté pour avoir pénétré dans la maison de Chaplin, était minimisée. Les tabloïds se sont délectés de chaque détail sordide. Après un procès qui a captivé la nation, le jury, plus ébloui par les récits tabloïds que par la science inadmissible, a jugé Chaplin responsable de la pension alimentaire jusqu'au 21e anniversaire de Carol Ann. Les répercussions du verdict s'étendaient bien au-delà du chéquier et de la réputation de Chaplin. L'évidente erreur judiciaire a contraint les législateurs de Sacramento à adopter la loi uniforme sur les tests sanguins de 1953, permettant enfin aux tribunaux californiens d'accepter la génétique moderne.
La véritable filiation biologique de Caroline reste incertaine à ce jour. Jamais déposée contre ceux qui répandaient la rumeur sur Jensen. David lui-même est resté mystérieusement silencieux à ce sujet tout au long de sa vie. Le mystère a suivi Jensen jusqu'à sa tombe en 1980. Un sous-plot non résolu dans le folklore hollywoodien qui n'a ni confirmé ni réfuté de manière concluante. En l'absence de tests ADN modernes, la ressemblance et les circonstances ont créé l'un des mystères de paternité les plus durables d'Hollywood. Un point d'interrogation qui a survécu au père supposé et au fils potentiel, ne laissant que des photographies pour alimenter les spéculations. Princesse Yasmine Aga Khan. Notre dernière bobine traverse l'Atlantique jusqu'à la Riviera en 1948. Rita Hayworth, en plein divorce d'Orson Welles et au sommet de sa gloire après Gilda, a entamé une romance passionnée avec le playboy Prince Ali Khan, un célèbre cavalier et diplomate, toujours légalement marié à l'aristocrate britannique Joan Yardebuller. Leur liaison a scandalisé plusieurs continents simultanément. Hollywood, l'aristocratie européenne et le monde musulman ont tous regardé, choqués collectivement. Les tabloïds ont surnommé Hayworth la dévastatrice de foyer la plus glamour du monde, alors que le couple exhibait leur relation dans des stations balnéaires à la mode et des hippodromes. Lorsque leur fille Yasmine est née en décembre 1949, un journal du Vatican tonna que Hollywood avait séduit la noblesse de l'islam. Le nourrisson représentait un croisement culturel sans précédent. Fille de la pin-up la plus célèbre d'Amérique et d'un prince musulman, héritier de la direction spirituelle de millions de musulmans ismaéliens dans le monde entier. Le mariage s'est effondré après seulement 4 ans, incapable de réconcilier la carrière hollywoodienne de Hayworth avec les obligations royales du prince. Une bataille pour la garde amère s'ensuivit, avec Khan offrant un fonds fiduciaire sans précédent d'1 million de dollars si Hayworth élevait Yasmine comme une musulmane. L'actrice a refusé, insistant pour élever sa fille comme une citoyenne américaine chrétienne. Une décision qui a généré des tensions diplomatiques internationales et des milliers de lettres indignées des fidèles religieux du prince. La double célébrité de Yasmine, royauté de Columbia Pictures et véritable royauté islamique, faisait d'elle un emblème vivant de la mondialisation d'après-guerre. Une enfant avec des pieds ancrés dans des mondes apparemment irréconciliables. En grandissant, Yasmine a vu la santé mentale de sa mère se détériorer à cause d'une maladie d'Alzheimer non diagnostiquée, consacrant finalement sa vie adulte à la recherche et à la défense de la maladie d'Alzheimer. La croisade médicale de sa mère a fini par éclipser le scandale de sa naissance. Pourtant, l'histoire de Yasmine reste un moment clé dans l'histoire des célébrités. Le point où les bottins hollywoodiens ont croisé la géopolitique de la guerre froide et le leadership religieux. Son acte de naissance relie des mondes disparates, l'artifice du glamour du système des studios, les lignées anciennes de l'autorité spirituelle islamique et la culture émergente du jet-set qui redéfinirait la célébrité dans la seconde moitié du XXe siècle. La dernière bobine s'est cassée et l'écran est devenu blanc, mais les négatifs inédits d'Hollywood sont encore empilés du sol au plafond, dans les coffres. Si un autre nom de famille chuchoté ou un certificat de naissance à moitié caché croise votre chemin, laissez-le dans les commentaires et continuez à faire tourner le projecteur avec nous. Abonnez-vous, mettez un like sur le contenant et préparez le prochain mystère, car dans ce théâtre, les crédits ne sont jamais la fin. Seulement la pause avant que quelqu'un ne crie « Son en marche ». Scène 13. Prise secrète.